C'est deux gars qui viennent nous voir et qui me disent bon, en fait, j'ai envie de briser l'envoi de satellites dans l'espace. Donc on peut dire que dans le portefeuille, on a une boîte qui envoie des satellites dans l'espace. Il fallait qu'il y ait assez de gens fous pour nous faire confiance au début. Je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir tenu bon, tête dans le guidon, alors qu'on n'avait rien. En un an, on a peut-être convaincu 10-12 personnes et ça a permis en fait de nous donner les moyens de nos ambitions. Aujourd'hui, on a plus de 60 investisseurs, donc le chemin est long. On est allé chercher notre accompagnement nous-mêmes en fait, si tu veux, dans notre ville, contacter le maire, tu vois, retrouver les contacts des parents pour savoir avec qui on pouvait discuter. Et on a fait 2 levées de fonds. Une première, on a levé 600 000 et la deuxième, du coup, ça fait 1,5 million qu'on a levé pour notre fonds aujourd'hui. Les investisseurs, effectivement, on a tout eu. On a eu des personnes qui nous ont dit mais vous avez aucune expérience, allez d'abord bosser dans des fonds pour savoir comment ça marche, etc. Voilà, il y a ce gars-là qui nous propose d'investir chez nous. On voit que tu es associé avec lui par transitivité. Est-ce que tu me recommanderais en tant qu'investisseur, tu vois? Et là, 5 minutes plus tard, téléphone qui vibre, message de fameux Alexandre en disant « Vous êtes trop forts les mecs. Je suis étudiant, mais j'ai su faire ça, ça et ça qui vous prouve qu'en fait, c'est pas parce que je suis étudiant que je peux pas évoluer. Mon objectif, c'est d'avoir réussi à financer des centaines de startups créées par les étudiants entrepreneurs. Salut Romain. Salut Emma. Trop contente de te recevoir dans le podcast des étudiants entrepreneurs. Tu commences par une licence d'économie à Paris 1 à Panthéon-Sorbonne. Ensuite, tu fais un master finance à Neoma. Ouais. Et c'est en parallèle de ce master que tu crées le VC. Donc c'est un VC spécial étudiant entrepreneur où tu proposes une structure de financement, un accompagnement, un mentorat spécial pour les étudiants. Comment tu vas Romain ? Bah écoute, ça va. Merci Emma déjà de supporter la cause des étudiants entrepreneurs parce que c'est ce qu'on partage tous les deux. Ça va super et j'ai hâte de pouvoir te parler de tout ça parce que c'est hyper passionnant. Donc ça fait 3 ans que tu as créé ton VC. Tu collabores avec l'école 42 et l'école Albert pour organiser un hackathon assez particulier. Et tu as investi dans une dizaine de startups. Exact. Je te propose de commencer par un vrai ou faux. Allez, c'est parti. La création d'un VC destiné aux étudiants entrepreneurs est une première en France. Vrai. Il est facile de trouver des investissements pour des projets dirigés par les étudiants. Faux. Les étudiants entrepreneurs ont généralement moins de chances de réussir que les entrepreneurs plus âgés. Vrai. Le mentorat est plus important que le financement de la réussite des startups étudiantes. Vrai. La plupart des entreprises financées par Campus Fund sont toujours en activité. Vrai. La totalité. Ok. La plupart des investisseurs évitent les projets menés par des étudiants à cause de leurs risques élevés. Vrai. L'expérience professionnelle préalable n'est pas nécessaire pour réussir en tant qu'étudiant entrepreneur. Vrai. Merci. Bon, on va commencer par parler de toi. Alors, quelles motivations t'ont poussé à créer un VC spécial étudiant entrepreneur ? Très bonne question. Faut remonter loin du coup. Aujourd'hui, on est en 2024. Au moment où on a eu l'idée avec mon associé et meilleur ami Nicolas, c'était septembre 2020. On était en 2e vague du Covid et donc on était respectivement chacun en M2 dans nos écoles. Nicolas à Dauphine et moi j'étais à Neoma. Et en fait, depuis qu'on est tout petit, on a toujours voulu créer une boîte. Donc on s'est toujours dit on va créer une boîte ensemble. Et donc en fait, il était temps quelque part, mais on s'en parlait pas vraiment au quotidien, tu vois. Et on a commencé à se renseigner, Nicolas s'est renseigné un peu sur le marché du venture capital, le financement en amorçage, et a découvert qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, il y avait un système qui consistait à financer uniquement les étudiants entrepreneurs. Et en fait, ça cartonne. Typiquement, le premier fonds aux États-Unis, il s'appelle Dorm Room Fund. Ils se sont lancés en 2012-2013 et ils ont financé une centaine d'étudiants entrepreneurs. Et on sait qu'ils ont fait des très belles performances sur leur premier fonds. Et donc, d'autres pays sont inspirés, le Canada, l'Angleterre, mais globalement, c'est tout, et Israël. Et quand on se retourne sur le marché européen, il y a l'Angleterre et il n'y a rien. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire en France ? Il y avait vraiment le terrain de jeu, le terreau fertile, mais personne pour financer les étudiants entrepreneurs. Peut-être une question aussi de mentalité. Les choses nous viennent souvent avec beaucoup de retard par rapport à l'outre-Atlantique.
Et donc Nicolas me dit, écoute, j'ai découvert ça, est-ce que tu es chaud pour qu'on se lance ensemble? Moi de nature, même si j'avais toujours voulu être entrepreneur, de nature plutôt quand même carré et plutôt orienté vers une partie salariée après mes études, je lui dis, bah écoute, laisse-moi me poser un peu sur le truc. Je me pose sur le truc pendant peut-être un mois et à la fin je lui dis, ok, on se lance. On se lance parce que j'ai découvert, en menant mon étude, que les étudiants, il y en a beaucoup à vouloir créer des boîtes, c'est même devenu la voie royale, que personne n'est là pour les financer exactement, et que justement il y a cette mentalité de dire, t'es étudiant, va faire d'abord tes armes, et après va créer des boîtes. Ce qui est pas totalement faux, mais en fait, on passe à côté des meilleures pépites. Donc je pense que il y a cet enjeu aussi très culturel aussi en France de se dire que c'est pas le meilleur moment pour créer des boîtes quand on est étudiant, mais nous on a pris le pari de se dire qu'on se lance. Donc voilà comment on a eu l'idée, voilà la genèse de comment on a commencé à tirer le fil de se dire on va créer le modèle Dorm Fund américain en France. Quelle est la valeur ajoutée des étudiants dans l'écosystème startup? La valeur ajoutée, pour moi c'est clairement l'innovation. En fait ils sont au cœur de l'innovation, donc à partir de ce moment-là ils sont les premiers en fait à pouvoir détecter pour moi ce qui sera la nouvelle innovation technologique. Par exemple, on a parlé pendant un temps de Green Tech, on a parlé de Gen AI plutôt en ce moment, de Web 3. À chaque fois, donc depuis qu'on a commencé Campus Fund, à chaque fois les étudiants, on les voyait en avance de phase avec ces idées-là par rapport au marché. Donc je pense qu'il y a clairement un enjeu chez eux d'être les premiers à détecter ces opportunités sectorielles et ce qui fait leur spécificité pour moi. Quelle est ta plus grande fierté en ayant créé ce VC? Je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir tenu bon, tête dans le guidon, alors qu'on n'avait rien. Vraiment, je pense que c'est le côté, en fait ça peut paraître un peu bateau, mais c'est la résilience en fait qu'on a eue de se dire, on se laisse le temps de voir si ça marche, et en fait, même si ça ne marchait pas au début, parce qu'on en parlera après de comment marche un fonds, mais d'abord, nous aussi, on a levé des fonds, et en fait, pour nous, même qu'on avait une personne qui nous disait oui au début, alors que ça faisait 6 mois qu'on était en train d'essayer d'avoir de l'argent, et pour nous, c'était une énorme victoire, et en fait, on capitalise cette énorme victoire pour se dire qu'en fait, ça marche. Nous, on était trop tête dans le guidon, et donc je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir tenu bon, parce que je pense que la grosse barrière à l'entrée qu'on a, c'est lever des fonds et puis avoir un réseau sur les campus qui fait qu'on a du deal flow pour sourcer des boîtes. Et je pense que tout ça, on ne l'aurait pas eu si on n'avait pas été super, super résilient. Donc je pense que c'est la plus grande fierté, c'est d'avoir tenu bon parce que aujourd'hui, on a les fruits et c'est que pour ça qu'on a réussi à faire quelque chose. Et c'est aussi cette raison pour laquelle il n'y a aucun autre fonds en France. Je pense que c'est parce qu'il y a tellement de barrières à l'entrée, c'est tellement dur qu'en fait... mécaniquement, les gens abandonnent. Voilà. Mais comment se passe la concurrence? J'imagine que votre première concurrence, c'est les incubateurs d'école. Alors, c'est une bonne question. On pourrait penser que c'est des concurrents. En fait, non, c'est simplement un relais. Parce que les incubateurs, tout dépend de leur business model, mais la grande majorité des incubateurs ne financent pas les projets étudiants. Et donc, il y a toujours un intérêt quand même d'aller les financer après. Donc nous, comment on voit la chose, si je te caricature, les incubateurs, ils permettent d'accompagner les boîtes et c'est super quand elles font des bouts de ficelle. Mais le jour où il faut passer à l'étape d'après, soit tu passes en accélérateur, ce qui est encore autre chose, soit tu as besoin d'un premier financement. Et c'est là qu'on intervient. Donc on intervient plutôt après, phase aval de l'incubateur. Quelle est la plus grosse différence que tu constates entre un étudiant entrepreneur et un entrepreneur? Je dois te dire que on voit quasiment que des étudiants entrepreneurs. Et après, moi, quand je parle d'étudiants entrepreneurs, chez Campus Fund, nous, c'est étudiants jeunes diplômés. Okay. Donc pour nous, jeunes diplômés, ça va jusqu'à 2 à 3 ans max après le diplôme. Pourquoi? Parce qu'on a identifié qu'ils avaient les mêmes problématiques d'accès au financement que les étudiants. Donc on fait étudiants jeunes diplômés. Donc moi, je parle d'étudiants, je parle des deux. Et donc on voit très peu d'entrepreneurs. Je dirais que la grande différence, c'est que peut-être que l'étudiant, il fonce plus tête baissée, un peu comme moi je le décris même pour moi-même, mais ce qui n'est pas forcément négatif. Ils ont moins de réseau, ils ont moins d'argent. Donc je pense que ça, c'est des difficultés en plus qu'ils ont. Donc voilà, je dirais que forcément, c'est inhérent à la jeunesse. Ils sont plus tête dans le guidon, mais pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Comment tu évalues le potentiel de croissance d'une start-up fondée par un étudiant? Pour moi, je n'évalue pas le potentiel d'une start-up fondée par un étudiant. Si c'est un étudiant, j'évalue simplement le potentiel de croissance d'une start-up.
Et je me base sur plusieurs choses pour regarder ça. D'abord, je me fie d'abord de manière très candide à ce que me fournit l'entrepreneur comme business plan. Je joue un peu avec les chiffres pour voir si tout ça peut se tenir. Et puis ensuite, je regarde le marché, je fais une analyse du marché, je regarde si effectivement le marché il est porteur, s'il y a d'autres boîtes dans un secteur plus ou moins connu qui se sont créées et qui performent. Et donc, c'est comme ça que j'analyse la potentielle performance de la société. C'est difficile à ce stade-là. Ah oui, très, très jeune. À ce stade-là, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est de la magie noire. Enfin, c'est notamment les valorisations, mais peut-être qu'on en parlera après, mais si le marché est déjà existant, bah, moi je trouve pas ça déconnant d'évaluer le potentiel et que ce soit tangible, parce que c'est le marché. En revanche, si c'est un marché complètement neuf, effectivement, ça restera de la magie noire au même titre que les valorisations. Ça n'a pas été trop dur de porter ce projet? C'était super compliqué. En fait, c'est pour ça que je te précisais auprès de qui, parce que auprès des étudiants, on est là pour les financer, donc c'est que bénéfique, donc ils nous accueillent de la bonne manière. Les investisseurs, effectivement, on a tout eu. On a eu les personnes qui nous ont dit mais vous n'avez aucune expérience, ce qui était vrai. Aller d'abord bosser dans des fonds pour savoir comment ça marche, etc. Mais nous, si tu veux, on ne voulait pas perdre notre avantage compétitif qui était des jeunes pour des jeunes. On est nous-mêmes étudiants, on incarne la thèse qu'on représente. Et si on va bosser 3 ans dans des fonds, après, au final, on ne voudra pas partir pour créer une autre parce que ça sera encore plus compliqué et on n'aura plus ces avantages. Donc au début, on a eu les classiques de faut apprendre à faire du ski avant de pouvoir faire du ski, être skieur, classique. Mais il y a eu quelques personnes qui nous ont fait confiance et ça a permis en fait de nous donner les moyens de nos ambitions. Mais je te parle de ça, du coup, 2020, fin 2020, on dit qu'on se lance dans l'aventure. Début 2021, on commence à sonder les investisseurs. En un an, on a peut-être convaincu 10-12 personnes, mais qui ne mettent pas des gros tickets, qui ne mettent pas des gros montants parce que c'est très risqué. Donc en fait, aujourd'hui, on a plus de 60 investisseurs, donc le chemin a été long. Mais la première année, ça a été le plus chronophage. Et c'est juste l'année d'après, on en a trouvé 50 autres. Donc en fait, il fallait qu'il y ait assez de gens fous pour nous faire confiance au début, ou malins, pour justement aller convaincre d'autres personnes qui auraient vu que 10 autres personnes se sont investies dans le projet et que c'est peut-être un signal comme quoi il faut y aller. Et qui sont les premières personnes à vous avoir fait confiance? Vous les avez trouvées où? Donc nous, on finance avec Campus Fund, mais on accompagne. Et on accompagne aujourd'hui grâce à Campus Fund Advisory. Campus Fund Advisory, c'est une société qui a pour unique but d'accompagner les startups que Campus Fund finance. Et c'est eux qu'on a réussi à aller voir en premier. C'est des gens en fait qui nous ont dit, moi, investir, pourquoi pas, mais ce que je veux surtout, c'est accompagner des sociétés. Tu vois, c'est un peu ce phénomène de give back, pardon pour l'anglicisme, mais c'est vraiment redonner à l'écosystème. Et comment je redonne à l'écosystème? C'est au-delà de mettre de l'argent, c'est en accompagnant les porteurs de projets. Et donc en fait finalement, quand on a commencé à comprendre ça avec Nicolas, on s'est dit ok, il faut vraiment qu'on crée une structure pour l'accompagnement. On va créer Campus Fund Advisory et on va regrouper les premiers investisseurs dans ce pool pour justement dire bon, ok, on a de l'argent maintenant parce qu'ils sont investisseurs, tous les accompagnateurs. Et en plus, on a la partie accompagnement, ce qui est puissant. Donc c'est eux qu'on est allé chercher en premier et on est allé chercher très localement dans notre ville, contacter le maire, tu vois, retrouver les contacts des parents pour savoir avec qui on pouvait discuter. Alors que de base, on n'a pas forcément beaucoup de réseaux et une personne nous présentant une autre, ça commence à grossir, ça se coopte et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Incroyable. Je ne peux pas te demander des chiffres. Par exemple, combien vous avez levé? Si, bien sûr. On a fait 2 levées de fonds. Une première, on a levé 600 000. Et la deuxième, du coup, ça fait 1,5 million qu'on a levé pour notre fonds aujourd'hui. Donc, tu vois, ce n'est pas des montants astronomiques quand tu compares aux montants que les autres fonds ont levés. Mais nous, ça nous permet de faire notre track record, à savoir investir dans 25 projets créés par des étudiants entrepreneurs ou jeunes diplômés. Et 25, je pense que c'est assez significatif pour avoir un portefeuille diversifié. Donc aujourd'hui, certes, on se serre la ceinture, on fait avec des petits moyens, mais ça nous passionne, donc ça nous permet simplement voilà, de nourrir notre ambition. Ok. Et en tant qu'étudiant, est-ce que tu as manqué d'accompagnement justement sur ce volet-là et que tu veux apporter aux étudiants que tu accompagnes maintenant? Ouais.
C'est un bon point parce qu'effectivement, nous, on avait les mêmes problématiques avec Nicolas, c'est ce problème de financement et d'accompagnement. Donc pour la partie financement, on en a parlé. Et pour la partie accompagnement, en fait, on avait un gros souci de légitimité parce que justement, c'est un métier, le VC. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus en plus. Et donc on ne va pas s'improviser VC. Donc nous, ce qu'on a fait avec Nicolas, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un advisory board de principe. Et on a envoyé des messages sur LinkedIn à froid à des gens qui gèrent des fonds d'investissement, qui sont partenaires, qui ont l'habitude de voir des dossiers. On leur a dit hello, on monte un fonds avec cette thèse d'investir chez les étudiants. On n'a pas de légitimité sur l'analyse de dossiers. Est-ce que ça vous intéresserait de nous aider pour revoir les dossiers avec nous? Ces gens-là, au-delà d'être très sympas, ils ont aussi un intérêt parce qu'ils détectent grâce à nous des projets en amont qu'ils peuvent après suivre avec leurs propres fonds. Mais on est allé chercher notre accompagnement nous-mêmes, en fait, si tu veux. Ces gens-là, on les voyait une fois par mois, on leur montrait 10 dossiers qu'on avait trouvés d'étudiants entrepreneurs, on leur disait quel est votre avis sur celui-là, 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 et est-ce qu'on peut avancer. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on avançait en comité d'investissement, on avait des recommandations de gens dont c'est le métier. Donc, eux, ils nous ont accompagnés de la sorte, et donc on est allé chercher cet accompagnement. Après, tu apprends sur le tard, franchement, c'est évident, mais vraiment quelque chose qu'on a fait et que je recommande, c'est entourez-vous, n'hésitez pas à contacter des gens, même très pointus sur LinkedIn, avec un message personnalisé en disant pourquoi vous souhaitez l'avoir en advisory board de principe avec vous. C'est des gens qui seront peut-être intéressés même pour investir à terme. Sur 10 messages, il y aura peut-être 2 réponses. Sur les 2 réponses, un rendez-vous. Mais c'est peut-être ce rendez-vous qui changera votre vie et qui vous permettront d'avoir de la légitimité et d'être entouré. Super. Est-ce que tu gagnes de l'argent aujourd'hui ou pas encore? Ouais, je peux en parler avec zéro tabou et je suis même très fier qu'avec Nicolas, on ne s'est pas payé pendant très longtemps parce que forcément, on pourra reparler du business model d'un fonds, mais il se paye sur des management fees, des frais de gestion, à peu près 2% du montant levé par an sur la durée de vie du fonds. Et donc, c'est là où tu comprends aisément qu'en fait, c'est un fonds très faible, c'est dur de rémunérer l'équipe de gestion. Après, nous, on n'est que 2, donc on a levé assez d'argent pour aujourd'hui se rémunérer. On est en CDI avec Nicolas dans le fonds. Et on se paye aujourd'hui avec l'objectif de se payer sur la partie déploiement du fonds, sur la durée de déploiement, et avec objectif après de faire un autre fonds, on pourra en parler par la suite, et qui lui prendra le relais sur notre rémunération. Donc on se rémunère, je paye mon loyer avec tout ce qu'on a fait, et donc je suis très content. On va maintenant passer à la boîte à outils des étudiants. Pour toi, quels sont les avantages de se lancer en étant étudiant? Je pense que les avantages à se lancer en étant étudiant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu es au cœur de l'innovation, tu es sur les campus, dans les labos, et tu as accès aux infrastructures, tu as cette folie un peu liée à ta jeunesse qui fait que en fait, tu vas te lancer dans un code et tu vas réussir à craquer un truc, et donc je pense que c'est ça vraiment qui fait toute la valeur. Fais-nous une masterclass pour lever des fonds. Pour moi, ça passe forcément être armé d'un pitch deck, forcément. Ce qu'on appelle le pitch deck, c'est la documentation, le PowerPoint qui va permettre d'illustrer justement ce qu'est l'entreprise. On parle de slide de contexte, 10, mais ce qui est très important pour moi, c'est 10 minutes, pas plus. Au-delà de 10 minutes, c'est hyper dur de maintenir l'attention. Je pense que les étudiants qui nous écoutent, ils seront aussi d'accord avec ça. C'est dur de garder l'attention pendant plus de X minutes. Et donc, il faut partir du principe que les gens à qui vous allez pitcher ont 10 pitches dans la journée. Et donc, il faut rester hyper concentré sur garder l'attention des gens. Et donc, ça passe par, pour moi, 10 slides. Donc, pour moi, un bon pitch, c'est une intro avec idéalement remise en contexte. Par exemple, si je reprends mon exemple tout à l'heure où je précisais que c'est important de s'entourer quand vous contactez des gens sur LinkedIn. Si vous contactez des investisseurs sur LinkedIn, vous comme ça, bravo, mais souvent les gens oublient de remettre dans leur contexte. Par exemple, en l'occurrence, pour notre exemple, ce serait de dire je vous ai contacté sur LinkedIn, vous avez accepté mon rendez-vous parce que j'avais vu que vous aviez monté telle boîte et je trouvais ça intéressant d'échanger. Remettre les choses dans leur contexte. Ensuite, présenter l'équipe. Hyper important, pourquoi? Parce que souvent, c'est un parti pris, les gens sur leur pitch deck mettent l'équipe à la fin. Et je trouve pas très ça naturel en fait, c'est comme si tu rencontres quelqu'un en soirée et la personne, tu sais pas qui elle est et tu apprends plein de choses sur sa vie et ce qu'elle fait avant de savoir qui c'est. C'est pas une vérité honnêtement, si les gens veulent laisser à la fin l'équipe, pas de problème, moi je trouve ça plus naturel, donc équipe. Ensuite, pour moi, il faut directement attaquer avec une phrase d'accroche, quelque chose qui peut permettre à l'interlocuteur en face de rester hyper impliqué dans la connexion. Et ensuite, directement parler ce qu'on appelle les pain points. Donc, les pain points, c'est en bon français les irritants, les choses qui font qu'en fait, vous êtes amené à créer une start-up
parce qu'il y a des pain points justement et que c'est hyper important de les résoudre avec votre solution. Donc introduction, pain points, le marché ensuite, la slide marché, la troisième slide, où en fait l'objectif c'est de faire rendre compte à l'investisseur que le marché est vaste et que c'est pas en ayant 100% de votre marché que vous allez faire 10 millions d'euros. Non, en ayant 100% de mon marché, je fais 100 milliards. Exemple trivial, mais c'est hyper important de se mettre dans la peau de l'investisseur et que lui, il a intérêt de comprendre que votre marché est vaste. Ensuite, l'objectif c'est de présenter la solution. Dire voilà, je récapitule, hein, intro, voilà les problèmes du marché, voilà le marché et voilà ma solution. Ma solution, comment elle répond aux pain points. Idéalement, si vous avez un logiciel ou quoi, essayez de faire une démo. Rien de mieux, encore une fois, pour que l'investisseur se mette dans les pieds de l'utilisateur final et puisse comprendre ça avec une démo. Ensuite, la fameuse slide concurrence avec la matrice moi, voilà ce que je fais, tout bien, et les concurrents, ils font ça bien, mais ça mal et ça mal. Hyper important. Et ensuite, une roadmap en disant voilà ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, voilà où on va, et voilà pourquoi je suis devant vous, parce que je cherche à lever X euros sur telle valorisation. Là, c'est un peu comme qui veut être mon associé, eux, ils le font au début. Et donc, pour moi, si on a ces éléments-là, on a un très bon pitch deck. Pas besoin d'en avoir plus. Vous pouvez en avoir plus en annexe. Et c'est même très smart d'avoir une annexe parce que dès lors qu'il y a une question qui est posée et qui n'est pas sur le pitch, vous dégainez l'annexe et là, c'est encore plus une masterclass. Donc, pas besoin d'en faire trop. S'il y a un fil à tirer, l'investisseur posera des questions et vous tirez le fil. Mais mieux vaut ne pas le perdre et parler après en question-réponse que de le perdre et qu'il n'ait pas de questions à poser parce que vous l'avez saoulé et qu'il sait que dans tous les cas, il ne veut pas y aller. Comment tu fais pour être neutre quand tu vois un projet ? Ah, j'ai des biais. Hein. J'ai des biais, je ne suis pas neutre. Enfin, tout dépend ce que tu appelles être neutre. Mais si j'ai rien vu sur les entrepreneurs, sur le marché, etc., effectivement, je suis neutre. Si l'entrepreneur, c'est moi qui l'ai contacté, qu'il a mis 6 mois à me répondre, qu'il me répond et qu'après il décale le call 4 fois et qu'enfin je l'ai, bah là, forcément, je pars avec des biais. Et pour le marché, bah effectivement, quand tu vois la énième solution qui fait la même chose, B2C que toutes les autres, c'est vachement compliqué. Mais bon, j'essaie d'être neutre au maximum, mais parfois on a tous des biais. Hein. Et comment les étudiants entrepreneurs peuvent capitaliser sur leur statut ? Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place et qui sont super. Il y a Campus Fund. Tu peux capitaliser sur ton statut via Campus Fund en ayant un financement. Un blague à part, il y a le statut national d'étudiant entrepreneur avec ses pôles pépites et le D2E, diplôme d'étudiant entrepreneur. C'est une initiative qui a été créée il y a à peu près 10 ans par le gouvernement qui consiste à dire en fait, tu es étudiant, tu veux entreprendre, il faut que tu aies un statut qui te permette de pouvoir le faire avec un accompagnement ou avec un diplôme. Donc ça, je trouve que c'est excellent comme initiative quand tu es étudiant et que tu veux continuer à entreprendre. Après, les incubateurs, les accélérateurs, que les écoles et les universités intègrent ça à leur cursus, permettent aux étudiants aussi d'avoir un emploi du temps aménagé. Tout ça, pour moi, c'est des choses qui sont hyper essentielles et favorisent l'entrepreneuriat étudiant. Donc, utiliser l'argument d'être étudiant peut justifier une levée de fonds ? Pour moi, il ne faudra jamais le justifier en mode « je suis étudiant, donc je suis éligible à lever des fonds ». C'est plutôt à dire « je suis étudiant, mais j'ai su faire ça, ça et ça » qui vous prouve qu'en fait, c'est pas parce que je suis étudiant que je ne peux pas lever des fonds. Je vois plutôt à l'inverse, tu vois. Je pense que personne ne se serait touché par un étudiant qui dirait je suis étudiant, donc je peux lever des fonds. Non, montre-moi ce que tu as fait. Et effectivement, si tu es étudiant, moi je suis chaud. Oui, bien sûr. Voilà. Et comment tu fais pour gérer le temps de travail entre tes études, ton entreprise, des fois ton alternance ? Ouais, très bonne question. Bah, justement, j'en parlais à la question juste avant. Parfois, l'école permet d'aménager l'emploi du temps. Et je trouve que c'est hyper important parce qu'effectivement, si tu as un Master 2 qui te prend du temps ou que tu as une alternance, tu ne peux pas développer ton entreprise. Après, quand tu as une alternance, c'est un cas un peu plus à part où effectivement, ça va être dur de négocier avec ton employeur. Mais je pense qu'il faut creuser un peu dans ses ressources, dans ses réserves, faire plus d'heures. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à essayer de se former chez soi, sur YouTube, etc. Et c'est pas en faisant une journée de 7 heures, enfin si vous avez et les cours
et vous devez bosser en entreprise, malheureusement, le seul moment où vous pourrez bosser votre idée, ce sera le soir. Et donc, faut y aller. Et c'est votre exécution fera ce qui vous différenciera des autres. Et donc, je pense que c'est hyper important de trouver le temps et essayer surtout d'aller chercher avec son école des arrangements pour justement trouver un bon équilibre, quoi. Qu'est-ce que tu recommandes le plus aux étudiants que tu accompagnes? Il y a différentes recommandations en fonction des différents problèmes ou des choses qu'on identifie. Mais par exemple, un étudiant qu'on n'accompagne pas mais qu'on va voir en sourcing, qui a un gros projet qui comporte de la tech mais qui n'a pas de tech et qui est tout seul, je vais lui recommander de s'associer avec une personne qui a de la tech parce que c'est ce qui fera la valeur de l'entreprise, en partie. Par exemple, une société qui est assise sur une mine d'or industrielle, j'exagère, d'aller parler avec l'INPI pour potentiellement avoir un brevet ou déposer une enveloppe solo. En fait, c'est peut-être des erreurs qu'on fait quand on est étudiant et qu'on ne connaît pas forcément ce que c'est que gérer une entreprise. Je peux penser aussi aux formalités administratives. Gérer une entreprise, ça passe par ça aussi. Donc il y a beaucoup d'axes là-dessus. Mettre en place un vrai tunnel de vente, un canal de prospection, ne pas juste dire je vais trouver ma communauté parce que j'ai une application B2C en faisant des SEO et des ads. Non, montre-moi comment tu peux déjà créer une communauté avec ce que tu as su faire sans argent et juste avec ta capacité d'exécution. Et là, je comprendrai que tu vas pouvoir faire de l'ADS, des SEO, etc. Ne pas rester flou, en fait, finalement, si je devais résumer cette partie-là, ne pas rester flou dans ce que vous voulez faire, mais soyez très précis. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'argent que vous ne pouvez pas avoir une communauté, si je reprends l'exemple B2C, et montrer en fait, aux investisseurs que vous êtes capable, avec peu de moyens, déjà faire beaucoup de choses. Quelle doit être la place de l'argent dans la tête d'un étudiant entrepreneur? Je pense que l'argent doit être à la bonne place. Je m'explique. Il faut qu'il y ait une connaissance de l'écosystème de la part des étudiants. Nous, souvent, on vient nous voir en nous disant « Oui, mais Campus Fund, si je ne vous rends pas l'argent que vous investissez, qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense qu'il y a un travail d'évangélisation à faire sur la partie investissement. Typiquement, ce n'est pas normal que des étudiants nous posent cette question. Enfin, c'est pas normal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, on prenait notre part de risque et que si demain, la boîte ne marche pas, ça fait partie de notre part de risque. Donc, je pense que l'argent, d'un point de vue investissement, doit être mieux connu. Et l'argent, d'un point de vue au day-to-day, je pense que c'est aussi une question d'éducation, comment tu as appris à gérer ton argent de poche, etc. Enfin, c'est vraiment plutôt du bon sens, en fait, pour moi. Après, entourez-vous bien pour pas justement qu'un des associés fasse n'importe quoi avec le cash. C'est plutôt du bon sens. Donc, qu'est-ce que tu dis à un étudiant qui dit non, je me lance pas, j'ai pas d'argent? Je lui dis, mais il y a plein de choses qui sont faites pour toi, qui sont géniales, genre Campus Fund, qui peut te financer sur un PowerPoint, qui n'a pas besoin de clients. Donc franchement, si tu as besoin d'argent ou d'accompagnement, la France est en train de changer. Il y a 10 ans, ça aurait été impossible. Aujourd'hui, il y a de quoi se faire financer, il y a de quoi se faire accompagner. C'est compliqué, certes, en termes de légitimité, mais honnêtement, c'est possible. Quelles sont les qualités que vous recherchez chez les étudiants entrepreneurs auxquels vous envisagez d'investir? Nous, on est là pour rêver. Hein. Qu'est-ce que tu as fait en termes d'exécution pour me permettre de penser que tu vas être une machine pour la suite? Ça, c'est hyper important. On cherche aussi une forte relation entre les fondateurs et les fondatrices. Je m'explique. Quand on investit dans une société en amorçage, une bonne équipe peut faire péricliter un projet parce que c'est pas le bon, mais le prochain sera exceptionnel. Alors qu'une mauvaise équipe qui a un bon projet, il ne saura pas aller au bout pour plein de raisons et le projet périclitera. Donc pour moi, il faut aussi qu'on ressente qu'il y a un alignement d'intérêt de l'équipe. Ça, c'est limite le plus important. Qu'est-ce qu'un alignement d'intérêt de l'équipe? C'est est-ce que déjà la table de capitalisation le traduit? Si il y a, admettons qu'il y a 3 personnes dans l'équipe, il y en a 2 qui ont 45 et une autre personne qui a 10, en fait, quand tu vas lever des fonds, à la fin, il te restera 2% et il n'y aura plus personne qui voudra financer ta boîte parce que personne ne veut financer les entreprises ou les entrepreneurs, ils n'ont plus de part. Ce n'est pas une vérité générale, mais c'est vachement vrai. Et même la personne ne sera pas assez motivée dans l'entreprise pour aller
pour aller accomplir ce qu'elle doit accomplir. Et souvent, on voit le classique, ils sont deux, il y a le CEO et il y a le CTO. Le CEO, il a 98% et le CEO, il est parti chercher son cousin qui a fait un peu de tech et un peu de dev. Et il est là, c'est un homme de paille, il a 2% et ça ne leur personne. Donc c'est vraiment ces choses-là qu'on va aller chercher chez les étudiants, au-delà de l'ambition, capacité d'exécution et alignement d'intérêt. Et vous financez sur combien de temps? Forcément, nous, on a un business model et il faut qu'à terme, on rende l'argent aux investisseurs. Donc, ça implique qu'on sorte des participations qu'on a prises. Et donc, souvent, ça se matérialise dans le pacte d'actionnaires. C'est ce fameux accord qu'on conclut avec les investisseurs et les entrepreneurs. Et souvent, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est un droit de sortie à 6 ans. Donc, en fait, à 6 ans, c'est pas en claquant des doigts qu'on sortira, mais on demandera aux entrepreneurs les meilleurs efforts pour essayer de nous faire sortir. Parce que notre fonds, du coup, c'est le sous-jacent, a une durée de vie d'à peu près 10 ans. Et donc, il faut qu'on ait rendu l'argent à peu près dans 10 ans. Donc voilà, et donc ce qui fait qu'en général, l'accompagnement, on le fait sur 1 ou 2 ans. Pourquoi? Parce que soit la mission est très ponctuelle et à la fin de la mission, ce qui est souvent 1 an, il n'y a plus besoin d'accompagner la boîte. Soit c'est jusqu'à une prochaine levée de fonds où on passe le relais entre guillemets. Et souvent, entre un pré-seed et un seed, il y a 1 an et demi avant une autre levée de fonds. Donc l'accompagnement se fait sur 1 an et demi, mais après on suit quand même les boîtes, moins opérationnellement, jusqu'à ce qu'on sorte, du coup, peut-être à 6 ans, si ce qu'on a modélisé représente la réalité. Je pense qu'il y a un truc très important à préciser. Comment tu pourrais rassurer un étudiant qui se dit je n'ai pas envie qu'on investisse dans ma boîte, on va décider pour moi dès le début, donc j'ai pas d'argent, je me lance pas. Franchement, c'est à l'étudiant ou à l'étudiante de voir. Honnêtement, si la personne peut continuer sans investisseurs, tant mieux. Après, nous, ce qu'on recommande vachement, et ce qui est souvent oublié, et c'est même un très bon point que tu soulignes, c'est le feeling que tu as avec l'investisseur. Typiquement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin simplement d'argent et ils ne se rendent pas compte qu'en acceptant quelqu'un qui est prêt à mettre de l'argent, mais avec qui il y a peut-être un désalignement d'intérêt, c'est un peu ce que je disais par rapport à l'alignement de l'équipe. Et l'équipe va aussi, quand il y a des investisseurs qui ont déjà investi, ils font partie de l'équipe pour moi. En fait, la personne, elle va être associée avec vous peut-être pendant 5 à 10 ans et la boîte potentiellement périclitera parce que tu n'es pas entendu avec quelqu'un qui a des décisions à prendre dans un board stratégique, etc. Donc en fait, il faut vraiment, pour moi, regarder la question de feeling avec les investisseurs avant toute chose. Et c'est quoi ton objectif à terme avec Campus Fund? Mon objectif, c'est d'avoir réussi à financer des centaines de startups créées par les étudiants entrepreneurs. Donc mécaniquement, avoir créé 1000 emplois dans l'économie réelle, permettre d'avoir accompagné des belles success stories, permettre à des investisseurs qui nous ont rejoints de réaliser en fait ce pourquoi ils nous ont rejoints, à savoir aider des jeunes à créer des boîtes. Et en plus de ça, ils peuvent s'enrichir parce que ce n'est pas de la philanthropie, et c'est exceptionnel. Donc moi, mon ambition, c'est de faire ça à plus grande échelle à terme et que ça marche. Est-ce que tu as une histoire drôle à nous raconter avec Campus Fund, une anecdote? Il y en a plein, mais il y en a une qui me fait marrer. En fait, avec Nicolas, on est hyper vigilant sur qui sont nos investisseurs. Donc en fait, quand les gens disent « je suis prêt à investir », on a ce qu'on appelle le KYS qui s'appelle Know Your Shareholder, qui est un peu le cousin du KYC, Know Your Customer, qui te dit en fait, tu es censé savoir qui investit chez toi pour pas être sûr de financer, je sais pas, du blanchiment ou de la lutte terrorisme, bref, que sais-je. Et en fait, on a rencontré un investisseur qui s'appelle Alexandre Lichaï, que je salue au passage si tu me regardes Alex, qui est super intéressant comme gars, qui est super mystérieux et il était chaud pour investir chez nous. Et nous, on ne connaissait pas en fait. Et c'est le gars, tu vois, Alex, il a 40 ans, il a ses bureaux dans le 7e avec. C'est une galerie d'art le truc. Le mec, il dit qu'il est investisseur dans plein de trucs. Et en fait, forcément, tu ne connais pas, t'es un peu sceptique, mais pourquoi pas, tu vois. Et en fait, avec Nicolas, on a été plutôt malin, ou plutôt fou en fait. C'est qu'en regardant dans quelle boîte il avait investi et dans quelle boîte il était actionnaire sur Papers, on a réussi à voir qu'il était associé dans une boîte avec Xavier Niel. Et donc, nous, on se dit, attends, on aimerait bien savoir si le gars est digne de confiance, etc. Est-ce qu'on n'irait pas envoyer un mail à Xavier Niel, parce qu'on sait qu'il répond à tous ses mails, c'est vrai, en lui disant « Hello Xavier, j'espère que tu vas bien. » On se permet, hein. On sait que tu vas bien. Voilà, il y a ce gars-là qui nous propose d'investir chez nous.
on voit que tu es associé avec lui par transitivité, est-ce que tu me le recommanderais en tant qu'investisseur, tu vois? Et là, 5 minutes plus tard, téléphone qui vibre, message de fameux Alexandre en disant vous êtes trop forts les mecs, avec un screen de Niel qui lui a transféré notre mail, tu vois. Et donc là, on s'est dit quel meilleur signal que le mec qui lui transfère le mail. On s'est dit ok, il faut y aller. Et depuis, il investit chez nous et même il co-investit en plus dans les boîtes que le fonds finance. Donc c'était une très bonne affaire, ça. Et un projet assez fou où on vous a vendu du rêve. Ouais, il y en a beaucoup, t'imagines. Mais là, il y en a un qui me vient en tête, c'est un projet qu'on a financé d'ailleurs, donc je vais faire de la pub. C'est 2 gars qui viennent nous voir et qui me disent bon, en fait, j'ai envie de briser l'envoi de satellites dans l'espace. Et donc, les mecs super smart. Et en fait, en creusant le marché, on s'est rendu compte qu'ils étaient vraiment à l'aune de quelque chose d'exceptionnel. Et en fait, ce qu'ils ont traduit de manière très simple, derrière, c'est très complexe. Et c'est génial. Et donc, du coup, grâce à eux, on peut être. Enfin, je les salue d'ailleurs, ça a été notre 10e deal et donc on peut dire que dans notre portefeuille, on a une boîte qui envoie des satellites dans l'espace, ce qui est le cas en plus, ils partent avec un vol de SpaceX en septembre 2024, donc exceptionnel. Donc il y a ce type de projet très spatiaux, qui fait rêver la France, même parce que sur les enjeux de souveraineté, de réindustrialisation, c'est hyper pertinent, etc. Mais voilà, on a des projets aussi. Les projets qui me font marrer, c'est à l'époque, en 2020, quand on commençait Campus, à l'ère des cryptos, NFT, les gars qui arrivaient, tu sais pas trop, tu sais, leur profil LinkedIn, c'est des trucs un peu de manga, et ils te disent qu'ils créent une boîte valo 100 millions, ils cherchent 10 millions, il n'y a pas un euro de revenu. Ça, à l'époque, c'était plutôt courant, tu vois, comme boîte, mais voilà, tout ça c'est vite essoufflé, entre guillemets, mais maintenant, c'est devenu plus rationnel, mais voilà, c'était intéressant, c'était plutôt marrant, cette époque-là, quoi. T'es content aujourd'hui de Campus Fund? Ouais, je suis super content. On est à la moitié de nos investissements. On a fait 12 deals à date où je te parle. On est en avril 2024, objectif 25. Donc on est en plein milieu. En 3 ans. En 3 ans. Et on a commencé à investir en réalité depuis 1 an et demi parce qu'on avait toute la phase de levée de fonds. Et la suite, elle est top parce que, en fait, on a encore 12 deals à faire. Mais en fait, ensuite, il faut qu'on prenne le relais avec un autre fonds. Donc on est déjà en train de commencer à réfléchir au fonds 2 pour lorsqu'on aura fini d'investir dans le fonds 1, qu'il y a un fonds 2 qui prenne le relais. On ne peut pas attendre, si tu veux, d'avoir fini d'investir dans le premier fonds pour partir en roadshow auprès d'investisseurs pour un deuxième fonds qui sera encore plus conséquent. Donc en fait, là, c'est super intéressant parce qu'à l'heure où je te parle, je suis concentré sur déployer le premier fonds et je suis concentré aussi sur décider de l'avenir, à savoir à quoi ressemblera Campus Fund 2. Et donc là, on est dans le cœur du réacteur et je suis super content. Enfin, c'est trop bien et pour rien au monde, je changerais ma vie parce que même si j'aurais pu aller bosser et te payer beaucoup plus, bah, au final, l'aventure est entrepreneuriale. Je suis avec mon meilleur pote et on fait quelque chose d'utile, aider des étudiants à créer des boîtes et ça crée de l'emploi. Enfin, donc tout ça est très vertueux et j'espère continuer. Comment tu vois le futur de l'entrepreneuriat étudiant en France? Je pense que ça va aller de mieux en mieux dans le sens où la French Tech, la BPI ont permis de créer beaucoup de dispositifs qui permettent aux étudiants de créer des boîtes. Et donc je pense que tout ça ruisselle dans la tête des étudiants à terme. Et même le fait que nous, on se déplace sur les campus, on voit que ça met la graine aussi. Donc je pense que modestement, nous, on participera à ça. Mais je pense que les étudiants vont de plus en plus se rendre compte que c'est possible de créer des boîtes en étant jeunes et que c'est possible d'être financé, accompagné. Et est-ce que tu penses que les écoles et les universités ont un rôle à jouer là-dedans? Totalement. Je pense aussi à Paul Midi, le député, qui lui participe beaucoup aux démocratisations de la French Tech et qui a annoncé qu'il y avait un objectif de créer 10 fonds universitaires de 50 millions chacun pour les universités, notamment les universités dans les SAT avec les labos, les laboratoires de recherche. Il y a ça. Je pense que... Ça te fait peur? Non, ça ne me fait pas peur parce que, en fait, si tu veux... le terrain de jeu est tellement vaste en France qu'il y a de la place pour 3 fonds comme nous en fait. Il y a de la place pour beaucoup d'autres acteurs parce que nous aujourd'hui on voit 100 dossiers par mois, on n'en finance que 0,5. Je parle pas de chiffres ronds exprès parce qu'on a à peu près 2 mois pour faire un deal, donc il nous faut 200 boîtes pour en sélectionner une. Mais avec le deal flow qu'on a, on pourrait encore augmenter la capacité. Donc ça ne me fait pas peur, je pense que c'est bénéfique. Et si demain quelqu'un fait notre boulot mieux que nous, tant mieux, enfin, tu vois. Et tu pourrais le faire ailleurs qu'à Paris?
Bien sûr. Enfin, nous, on a déjà notre thèse, c'est d'investir 50% du portefeuille hors Île-de-France. À date, 65% de nos boîtes sont des boîtes qui sont hors Île-de-France. Donc je pourrais le faire hors de Paris. Maintenant, Paris a une réalité économique attractive, produit des talents importants, des cerveaux. Donc je pense que je pourrais, mais ce serait dommage de se priver aussi du potentiel de Paris. Et entre filles et garçons, vous avez des stats? En termes de sélection de dossiers, je pense qu'on fait le marché, entre guillemets. On est à peu près à 20% de sociétés cofondées au moins par une fille. Donc, je pense qu'on fait le marché parce qu'on a fait les stats sur 1000 boîtes. Donc 1000 boîtes, forcément, c'est significatif. Il n'y a pas forcément de tendance de fond de plus d'entrepreneuriat féminin à la sortie des études pas en études. Et en revanche, sur la partie investissement, on bat le marché. Le marché, ça reste 20-25%. Donc on a 33% de sociétés en portefeuille fondées au moins par une femme. Ah ouais. Donc c'est cool, on regarde ces sujets-là, c'est super important parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans la caricature, il ne faut pas non plus se dire qu'on va forcément financer une société parce que c'est une femme. Donc nous on cherche les sociétés parce que c'est important d'avoir de la diversité et si en plus c'est une société fondée par une femme, c'est exceptionnel. Donc nous voilà, on joue aussi là-dessus, c'est important d'avoir un portefeuille diversifié et on est très content aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui se lancent seuls? Peu parce que beaucoup sont au courant que c'est hyper compliqué quand on est peu, que c'est compliqué d'avoir toutes les compétences transverses que demande une boîte par exemple tech. Donc peu, et le peu qu'on voit, on leur dit que c'est pas une fin en soi d'entreprendre à plusieurs, c'est juste que c'est plus compliqué. Et dans le cadre de Campus One, nous ce qu'on leur propose et ce qu'on leur conseille, c'est de trouver un ou une associée, d'essayer d'aller trouver par exemple sur cofondateur.fr ou des endroits, des places où on peut faire du matchmaking, essayer de trouver des associés, de tester, pas forcément de s'associer directement, mais de tester, voir si ça marche bien, et parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Donc il y en a beaucoup, et enfin il y en a beaucoup, il y en a peu, et parmi eux, on souhaite à beaucoup de pouvoir trouver un ou une associé, parce que c'est souvent ce qui permet de faire décoller la boîte. Ça me venait une anecdote quand on discutait avec Emma. Donc nous on fait le campus tour, on fait le tour de France des campus. Donc typiquement un mois avant, on contacte un maximum de personnes de l'écosystème de chaque ville de France. D'ailleurs si on n'est pas passé chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. Romain Barranger sur LinkedIn. Et en fait ça nous permet de trouver des dossiers, de mettre la graine aux étudiants qui veulent se lancer un jour et qui ne savent pas comment faire. Donc nous on fait des conférences pour évangéliser tout ça. Et en fait, anecdote, on est parti à Lille avec Nicolas, c'était un de nos premiers campus tours. Et on a discuté avec la personne qui gère l'incubateur de l'IESEG à Lille. On parlait tout à l'heure d'Ophélie, les lunettes de Zach, c'est un peu lié à tout ça. Et en fait, quel meilleur signal pour nous parce que le manager de l'incubateur de Lille a investi chez Campus Fund. Et donc en fait, il s'est dit, la mission me plaît tellement, et c'est tellement ce que je fais au quotidien que j'ai envie d'aider Campus Fund à financer les étudiants entrepreneurs et les accompagner. Et donc en fait, en allant juste faire nos pérégrinations avec Nicolas pour évangéliser l'écosystème et le dynamiser, on a même trouvé des investisseurs qui sont en plus dans l'écosystème. Donc c'était super intéressant de pouvoir allier les deux, quoi. Donc je suis Romain Barranger, j'ai fondé avec Nicolas Risque Campus Fund, qui est le premier fonds en France qui finance que les étudiants entrepreneurs et les jeunes diplômés. Donc nous, typiquement, on permet aux entrepreneurs qui ont un projet d'être le premier interlocuteur du financement. Donc si vous avez besoin d'argent, entre guillemets, nous, on peut vous financer. On peut aussi vous accompagner avec Campus Fund Advisory. Aujourd'hui, on a déjà accompagné une dizaine de sociétés. Et puis, on fait jouer le réseau parce qu'on a plus de 60 investisseurs et investisseuses qui sont chez nous. Et donc, notre rôle aussi, c'est au quotidien d'aider les boîtes, ne serait-ce que par des mises en relation avec nos sociétés du portefeuille. Et si je peux vous donner des conseils de par l'expérience, c'est entourez-vous bien. Je t'en parlais un peu pendant le podcast, mais n'hésitez pas à contacter des gens sur LinkedIn qui sont des pointures de votre marché pour rentrer à un advisory board, ne serait-ce que subjectif, pour vous filer des coups de main. Montrer en fait que vous savez exécuter en allant chercher le maximum de choses sur votre marché possible. Et donc voilà, et n'hésitez pas en fait quand vous valorisez votre boîte, à faire plusieurs scénarios et même dans votre business plan, à faire plusieurs scénarios pessimistes, réalistes, optimistes pour montrer que vous avez les pieds sur terre lorsque vous allez lever des fonds, c'est important.